Salut Azadi, on va parler de la situation du Kurdistan. Ouais. D'accord, donc qu'est-ce que tu peux nous dire là sur la situation actuelle des Kurdes? Et si on prend depuis en fait l'avènement de Daesh en 2014, les Kurdes ont été pas mal au centre de la scène parce que c'était une des populations visées par Daesh, mais surtout qui présentait la base armée locale pour lutter contre Daesh. Et donc ça a amené à une quasi-unanimité de la part de la sphère politique française vis-à-vis des Kurdes. On a eu Marine Le Pen qui disait c'est trop bien les Kurdes, ils combattent Daesh pour nous, Macron, Mélenchon, donc de l'extrême droite à l'extrême gauche en fait. Mais il ne faut pas se tromper sur une chose, c'est que dans les paroles même de ces personnes, notamment Marine Le Pen et Macron, les Kurdes ne sont que des pions, des soldats qui combattent, je les cite, notre ennemi Daesh. Alors tout d'abord, Daesh tue, viole et continue encore de le faire malheureusement des femmes et des hommes arabes, kurdes, araméens, toutes les populations qui sont là-bas. Et la majeure partie des Français qui sont là-bas sont du camp de Daesh. Donc il ne faut pas oublier ça. Et donc quand on dit cette image un peu romancée de la France qui viendrait épauler les Kurdes qui combattent Daesh, on peut comprendre que les Kurdes sont instrumentalisés pour se dédouaner de toutes les fautes que peuvent avoir la France et d'autres pays occidentaux dans, premièrement, les origines des problèmes des Kurdes, parce qu'il ne faut pas oublier les accords Sykes-Picot et l'impérialisme franco-britannique. Ensuite, dans l'avènement de Daesh et surtout qui est aussi une conséquence de la destruction de l'Irak depuis les attaques de 2003. Et donc, finalement, et je ne parle même pas encore de la situation de la Syrie et le désastre que c'est. Et donc là, il y a une vraie culpabilité, une vraie, une vraie Responsabilité. Une vraie responsabilité, merci, de la France notamment, dans ce conflit, mais qui est facilement effaçable d'après eux en disant que les Kurdes combattent Daesh, tout va bien dans le meilleur des mondes. D'ailleurs, ces personnes-là ne savent même pas ce que c'est qu'un Kurde, ils ne connaissent rien, et juste pour eux, c'est pratique d'utiliser les Kurdes pour ça. C'est aussi une raison peut-être, je trouve, du manque de place peut-être de la lutte des Kurdes au sein de ce qu'on peut appeler facilement la gauche antiraciste, et même en France de manière générale, au-delà de la sphère des Kurdes. C'est aussi compréhensible parce que quand on instrumentalise une lutte dans le but de dénigrer notamment les Arabes et les Noirs en France, la réaction naturelle est de se dire je ne comprends peut-être rien, mais je vais moi me protéger et c'est totalement légitime. Et moi ce que je veux faire avec cette vidéo, notamment avec mon action, c'est de prouver non, que les Kurdes se placent dans l'histoire même des luttes anticoloniales et décoloniales et les revendications des Kurdes sont tout autant légitimes que celles des Palestiniens, des Ouïghours ou d'autres peuples. Et surtout, que nous, d'autres Kurdes, nous sommes contre cette instrumentalisation, notamment déjà parce que la majeure partie des Kurdes sont déjà musulmans, donc on ne va pas non plus laisser nos frères musulmans et nos frères et sœurs musulmans prendre une violence d'État aussi folle à cause de nous, sur notre dos, donc évidemment que non. Et aussi parce que nous autres Kurdes, aussi besoin du soutien international face aux ennemis que l'on combat. Donc voilà mon objectif. Tu peux nous dire deux, trois mots sur l'histoire des Kurdes? Qui sont les Kurdes? Alors les Kurdes, pour se donner une idée, ça regroupe une population, la plus grande population apatride, donc sans patrie, du monde. Une population environ 50 millions de personnes réparties sur la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et donc leur histoire, pour faire assez rapidement et simplement, on dit que les Kurdes sont les descendants des Mèdes, un peuple qui a existé durant l'Antiquité aux côtés de l'Empire perse, de l'Empire et des cités grecques. Et si on voit un peu rapidement dans l'histoire, avec l'avènement de l'islam et des conquêtes arabo-musulmanes post-Hégire, donc au 7e siècle après Jésus-Christ, les Kurdes se sont donc confrontés aux Arabes en raison de la proximité géographique avec la Mecque, Médine et toute la zone de peuplement arabe, mais ne se sont pas arabisés. Il y a eu un ralliement à l'islam, mais les Kurdes ne se sont pas ne se sont pas arabisés, pardon. Avançons dans le temps, on arrive au XIIIe siècle, avec des conquêtes mongoles et de différents peuples, de populations dans ce qu'on appelle le Kurdistan, donc cette zone entre l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie. Et ensuite, on a l'avènement de l'Empire ottoman. Et au XVIe siècle, on va avoir une délimitation concrète entre l'Empire perse et l'Empire ottoman dans la zone de peuplement kurde. Donc une partie des Kurdes vont rester dans l'Empire perse et la majeure partie va aller dans l'Empire ottoman. Et à partir du XVIe siècle jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, on aura une certaine stabilité de la situation des Kurdes dans l'Empire ottoman et dans l'Empire perse. Dans le cas de l'Empire ottoman, on va avoir une autonomie
des populations kurdes, avec des seigneurs des seigneurs kurdes qui vont pouvoir faire propager la langue kurde, la culture kurde. On va avoir beaucoup de poèmes kurdes. La culture kurde va se développer à cette période-là. Et donc, c'est une période d'apogée culturelle pour les Kurdes. Mais tout comme pour les peuples arabes, la fin de l'Empire ottoman, donc la fin du 19e siècle et le début du 20e, va entraîner des révoltes et des revendications d'autonomie et d'indépendance pour les Kurdes, pour les Arabes et pour d'autres peuples. Et donc ça nous amène directement à la fin de l'Empire ottoman, 1915, et aussi avec les accords de Sykes-Picot, les accords franco-britanniques impérialistes qui ont décidé de couper l'Empire ottoman à leur guise dans une perspective impérialiste sans demander l'avis des peuples. Et dans ce cas-là, les Kurdes ont été oubliés, voire même méprisés, même si tout d'abord le traité de Sèvres devait donner une petite partie d'un État kurde. Le traité de Lausanne, qui arrive en 1923, va supprimer cette hypothèse-là pour donner plus de territoire à la Turquie d'Atatürk et à la Syrie et à l'Irak, qui sont l'une sous protectorat français et l'autre sous protectorat anglais. Très bien, merci. Donc à partir de la fin de l'Empire ottoman, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est à partir de la fin de l'Empire ottoman, on a la délimitation de ce qu'on appelle le Kurdistan, donc les zones de peuplement kurde, à travers 4 États qu'on connaît bien. C'est la même délimitation qu'aujourd'hui, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Et ces quatre États, à partir de leur création, même de leur fondation, vont appliquer des pratiques coloniales sur les Kurdes. On a des massacres et des génocides faits par la Turquie d'Atatürk, avec des centaines de milliers de personnes déplacées. On va avoir le génocide des Kurdes en 1988 par le régime de Saddam Hussein, et même d'autres atrocités avant. On va aussi avoir des massacres en Iran sous le régime du Shah, mais aussi dans le régime post-révolution de 1979. Et en Syrie, on aura aussi d'autres pratiques coloniales. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai déjà fait un article dessus que vous pourrez trouver sur ma page Twitter. Mais ce qu'il faut bien comprendre là, c'est qu'il y a des pratiques coloniales qui ont été appliquées et qui sont encore appliquées sur les Kurdes dans ces 4 États. Mais à partir de la fin de l'Empire ottoman, la complexité des Kurdes, c'est aussi de raconter une histoire répartie dans 4 États, et donc 4 histoires qui commencent un peu à se séparer parce qu'il y a des pratiques différentes. C'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin dans cette explication, et qu'on va plutôt maintenant voir des choses plus peut-être concrètes, parce que ça sera beaucoup trop long. D'accord. Donc justement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la situation actuelle? Comme je l'ai dit, il faut parler un peu des 4 situations dans les 4 États. Si on commence par ce qu'on appelle le Bakour, c'est-à-dire le Kurdistan du Nord, qui est grosso modo le Kurdistan en Turquie, on va avoir un parti pro-kurde qui s'appelle le HDP, qui avait une dizaine de députés en Turquie en 2014, qui a eu pas mal de mairies, mais qui, à la suite du coup d'État de 2016 en Turquie, va subir une répression féroce de la part du régime, avec des dizaines de milliers de militants qui vont être emprisonnés, la plupart de tous les députés qui seront aussi emprisonnés, les dirigeants du parti qui sont aussi emprisonnés. Donc il y a une vraie répression faite par le régime turc contre ce parti pro-kurde. Mais ce parti renaît un peu de cette attaque féroce de la part du régime et présente un candidat pour l'élection présidentielle de 2023 en Turquie. Autre chose sur la Turquie, il y a aussi un autre parti qui est pro-kurde, qu'on appelle le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a à ses origines un parti anticolonial dans la lignée des partis comme le FLN et d'autres mouvements de décolonisation du XXe siècle, qui donc à son origine était d'idéologie marxiste-léniniste et qui a changé d'idéologie au début du XXIe siècle. Je n'entrerai pas en détail là-dessus, mais ce parti a fait une guérilla féroce contre la Turquie depuis les années 80 et représente un peu, a pas mal de partis alliés dans pas mal de territoires kurdes, donc que ce soit en Turquie, mais aussi en Iran et en Syrie, avec notamment le projet du Rojava. Justement, si on parle de la Syrie, le Rojava est ce qu'on appelle le Kurdistan de l'Ouest, donc ce qui correspond un peu au nord-est de la Syrie. On a ce qu'on appelle le projet du Rojava, qui se base sur l'idéologie du PKK et qui, depuis 2013-2014, applique cette idéologie-là qui est très proche de ce qu'on appelle l'anarchisme dans ce territoire-là. Bien sûr, il n'y a pas que des Kurdes, il y a aussi beaucoup d'Arabes, d'Araméens, d'Arméniens, d'autres différents peuples, mais ce projet tente de vivre malgré les attaques de la Turquie sur ce territoire-là. Je n'entrerai pas non plus en détail là-dessus, ça prendrait beaucoup plus de temps, mais voilà pour une description simplifiée. Ensuite,
Si on parle maintenant de l'Irak, en Irak, il y a ce qu'on appelle le gouvernement, il y a une région autonome du Kurdistan avec un gouvernement régional qui existe depuis plusieurs dizaines d'années et qui cherche à perdurer la culture la culture kurde et l'histoire kurde. On pourrait dire énormément de choses sur ce gouvernement régional du Kurdistan, notamment sur ses pratiques tribales, parce que c'est la même famille, les Barzani, qui dominent pas mal la région, avec une autre famille, les Talabani. Je n'entrerai pas dans le détail, vous pourrez trouver des détails, des informations dans mon article. Et maintenant, il ne me reste plus qu'une situation, c'est celle de l'Iran. Et je la laisse en dernier parce que celle de l'Iran est très brûlante, d'actualité très brûlante, avec ce qui se passe évidemment depuis plus de 50 jours en Iran, et qui est partie, si on se souvient bien, du meurtre de Jina Amini, une jeune femme de 22 ans, une jeune femme kurde, qui a été tuée non seulement parce elle aurait mal mis son voile d'après le régime, mais aussi parce qu'elle était kurde. Donc on voit déjà là l'aspect, comment dire, entre guillemets, kurde de ces révoltes, d'autant plus que la partie qui est une des parties les plus révoltées et actives dans les manifestations est le Kurdistan. Donc le Kurdistan pour l'Iran, c'est la région qui est à l'ouest. Et donc je ne rentrerai pas non plus dans les détails, vous trouverez encore des informations dans mon article. Ok, donc allez lire l'article d'Azadi sur le QG décolonial et allez voir son Twitter. Et tu parlais de l'actualité brûlante, pardon. Qu'est-ce que tu penses là du regard français sur le Kurdistan là, actuellement? Sur ce qui est de l'Iran, j'en parle pas mal sur mon compte, donc je dirais quelques mots. C'est que toutes les instrumentations qui sont faites en France vis-à-vis du voile pour taper sur les femmes voilées en France, c'est évidemment une horreur et il ne faut pas écouter ces personnes-là. Ils n'y connaissent a priori, soit ils n'y connaissent rien, soit ils font exprès d'instrumentaliser la situation en Iran dans leur agenda islamophobe. Donc ça, c'est clair et net. Les revendications, elles sont évidentes en Iran. C'est le droit des femmes à disposer de leur corps comme elles veulent, de le mettre si elles le voient, qu'elles le veuillent ou non. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui montreront des vidéos de femmes qui enlèvent leur voile et qui le brûlent omettent surtout les vidéos de femmes voilées qui sont aux côtés de leurs collègues ou de leurs compatriotes non voilés et qui manifestent ensemble pour une même cause. Donc, stop à l'instrumentalisation islamophobe. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses des personnes d'extrême gauche en France qui vont combattre au Rojava? Très bonne question. Moi, je dirais deux choses. Premièrement, c'est que ce genre de solidarité, c'est ce que je demande notamment, et c'est très bien, tant mieux si ça existe. Par contre, ce que je dirais, et ça c'est le deuxième point et un point important, c'est qu'il ne faut pas que ça tombe dans un sorte de fantasme orientaliste, de vouloir combattre, pour montrer qu'on est vraiment antifasciste ou qu'on est vraiment anarchiste et qu'on combat dans ce point de vue-là. Et dans un sens, je dirais, moi, pour me protéger vis-à-vis d'une autre instrumentalisation, cette fois-ci qui n'est pas islamophobe, mais qui est juste de se parer d'une aura antifasciste, moi je dirais encore une fois, est-ce que ces personnes-là connaissent encore une fois les Kurdes, leur histoire, leur culture, leurs revendications? À partir de là, on peut s'entendre. Mais si c'est juste pour se vanter d'y être allé, là c'est plus compliqué. Mais encore une fois, comme on dit souvent, not all occidentaux, c'est-à-dire que ceux qui y vont, j'en connais quelques-uns d'ailleurs, qui ont fait un bon travail et qui ne s'en vantent pas particulièrement, ça c'est évidemment très appréciable, même je les remercie. Mais c'était plutôt pour les personnes qui peuvent cette fois-ci instrumentaliser d'un point de vue un peu orientaliste et un fantasme de lutte un peu viriliste d'ailleurs. Sur ce point d'ailleurs, j'aimerais si tu permets, lire une petite réaction faite par une combattante kurde au Rojava notamment, face au film de Caroline Fourest, notre meilleure amie, le film s'appelant Sœur d'armes. Je vais du coup, si tu le permets, lire cette citation. Elle parle de ce film avec ces termes-là. Elle dit « C'est un point de vue d'Européenne sur notre combat, caractérisé par le fait que les caractères principaux et les actrices sont européennes. Elle a totalement réécrit l'histoire du massacre des Yézidis de Shengal. Elle a décidé d'unir toutes les forces kurdes sous un même drapeau, mais la réalité, c'est que les Peshmerga se sont enfuis et que c'est la guérilla du PKK et les YPG-YPJ, donc les forces du Rojava, qui ont ouvert un couloir humanitaire et sauvé des milliers de personnes. Quel est le but de la réalisatrice avec ça? Aujourd'hui, les YPJ et la guérilla du PKK, celles qui ont combattu Daesh,
sont attaquées par la Turquie qui continue de les appeler terroristes alors qu'elles ont prévenu un génocide total. Dans le film, cette réalité est totalement effacée. Encore une chose, la manière dont elle fait parler, interagir et s'habiller les YPJ, c'est très masculin. Ça ne correspond pas du tout à notre esthétique. La façon dont les hommes commentent les habits des camarades femmes ou leur donnent des ordres d'eux-mêmes. Peut-être que ça vous paraît normal en tant qu'Européenne, mais pour nous, ça ne l'est pas du tout. Nous, les femmes qui luttons ici, nous sommes autonomes. Le seul mérite de ce film est de donner un très bon exemple de ce qu'est l'orientalisme. Merci. Un dernier mot? Ouais, je voulais parler d'une chose, vu qu'on est à PDH, parole d'honneur et que c'est lié aussi au QG décolonial. La lutte kurde, en fait, quand on la regarde bien, non seulement dans sa forme, c'est-à-dire dans la volonté de libérer un peuple sous domination coloniale, la lutte kurde est anticoloniale. Et donc, de fait, elle mérite sa place dans ce qu'on appelle la lutte décoloniale et dans le corpus de pensée décoloniale. Mais ce qui est aussi intéressant dans la lutte de libération kurde, c'est la théorie qu'elle a développée, notamment à travers le PKK et ce qui se passe aujourd'hui au Rojava. Et cette théorie, son fondement même, la nature même et la racine même de cette théorie se base sur une critique de ce qu'on appelle, de ce que même la théorie appelle la modernité capitaliste, et qui rejoint la critique des décoloniaux en France, de la modernité, ce qu'on appelle cette fois-ci occidentale, mais qui est la même. Et une critique de l'État-nation. Notamment, je peux citer un passage de cette théorie qui dit « Tant que l'on ne s'opposera pas à la modernité capitaliste, la libération des peuples demeurera impossible. Voilà pourquoi la fondation d'un État-nation kurde est, pour moi, inenvisageable. » Ceux-ci sont les termes du leader théorique du PKK, Abdullah Öcalan, qui est emprisonné depuis une vingtaine d'années en Turquie. Et avec ces termes-là, on voit directement le lien avec la lutte décoloniale. J'écrirai notamment un article dessus, et j'espère avec cette vidéo qu'on aura compris que les Kurdes ont leur place dans la lutte décoloniale en France. Donc, merci à Zadi. Merci à toi et merci à PDH. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Suivez la page Twitter d'Azadi, @mockingmarks. @mockingmarks. Voilà, tu fais des spaces. J'écris des articles. Voilà, merci à vous. Et abonnez-vous à PDH.